Donc moi je travaille au CEA Grenoble, donc à la direction de la recherche technologique, et mon job c'est prospectiviste. Donc j'essaie de trouver en fait c'est pas d'inventer le futur, ou de trouver le futur, c'est pas possible, mais c'est d'imaginer quels scénarios possibles dans l'avenir sur tel ou tel sujet peuvent arriver. Le but c'est d'éclairer un peu la réflexion et de se poser les bonnes questions. Mais pour ça, pour faire de la prospective, il faut analyser ce qu'on appelle faire un horizon scanning, regarder ce qui arrive autour, les nouvelles tendances, et c'est ça qui nous permet d'alimenter notre exercice prospectif. Un peu de retape sur Wispot, qu'est-ce que c'est? Wispot parce que c'est à la confusion du DRAC et de l'Isère, donc ça fait un Y, c'est Grenoble, et c'est un lieu d'innovation ouverte, donc un Open Innovation Center, avec un design assez cool, avec aussi le Crédit Agricole qui a son village de start-up. On incube aussi là vous voyez Spartan Space qui fait un habitat lunaire gonflable. Donc il y a des startups qui viennent présenter aussi leur technologie tout au long de l'année. Bon, mon process, comment je fais la veille, c'est j'analyse des journaux, des sites web. Il faut se rendre aussi sur des salons un peu sympas comme South by Southwest au Texas, à Austin, où il y a des choses un peu différentes qui convergent le milieu de la culture, des médias et de la tech. Et on valide en fait toutes nos pistes aussi par des experts, des ingénieurs qui ne sont pas forcément que du CEA, pour voir si on ne raconte pas que des bêtises. Donc vous avez différentes façons de représenter les trends, donc en matrice, en radar, avec la courbe de hype, vous êtes habitué avec le Gartner, ou avec des phases, des phases d'émergence d'une techno, de maturité. Nous, on présente les technos, on analyse nos tendances sur une carte de métro. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en chaque tendance, vous avez une tendance, c'est un point, c'est un arrêt d'une carte de métro, et vous avez des grandes lignes qui sont des thématiques. Donc vous avez la thématique du spatial, la thématique de l'agriculture, et là où on voit qu'il y a des croisements, c'est-à-dire qu'il y a des tendances qui sont au croisement de plusieurs thématiques, on se dit là, il y a peut-être quelque chose à regarder. C'est intéressant parce que ça va avoir des impacts dans beaucoup de secteurs d'activité. Et donc, s'il n'y a pas l'approche temporelle, ni l'approche maturité technologique, donc je vais vous présenter des choses qui sont aussi bien du très lointain de la R&D que des choses qui existent déjà et qui sont opérationnelles. Donc je vais commencer par une première tendance. Vous voyez ce que c'est une cellule. En fait, c'est tout ce qui est la biologie synthétique. Ça fait depuis un petit moment qu'on entend parler de la biologie synthétique. Et en fait, c'est la biologie de synthèse en français, c'est essayer de réinventer des systèmes inexistants dans la nature avec une ingénierie de composants capables de s'assembler pour faire des processus. Là, typiquement, on remodifie l'ADN, on invente des chromosomes sur une cellule de levure. Il y a Craig Venter qui a fait son institut aux États-Unis et qui a inventé la Minimal Viable Cellule, c'est-à-dire combien de gènes minimum on peut avoir pour qu'une cellule soit vivante. Et donc il a retiré des gènes, des gènes, des gènes. Et en fait, avec 473 gènes sur des cellules donc, qui sont très minimalistes, on arrive à avoir une division normale. Et donc ça aussi, ça donne un certain nombre de réflexions sur l'ingénierie cellulaire. Comment demain, on va recréer des cellules et on va imaginer les cellules du futur. Vous avez cette biologie de synthèse aussi où on utilise en fait des molécules d'opsine microbiennes améliorées pour pallier en fait à des personnes qui souffrent de maladies dégénératives de la rétine, et on couple ça derrière à du hardware. Donc vous arrivez à exprimer en fait des différences de lumière, d'absorption de lumière pour que les gens puissent retrouver la vue. Et ça, c'est maintenant une autre tendance. Alors j'ai discuté ce matin avec notre ami de L'Oréal, il m'a dit n'appelle pas ça anti-âge, mais c'est longevity. Il y a beaucoup de recherches, en fait, il y a des choses qui sont en train d'arriver sur comment, diminuer l'âge, mais aussi rajeunir. Et donc là, s'il y a des souris dont on a trafiqué le génome et qui arrivent à exprimer des facteurs qui vont en fait limiter le vieillissement, voire rajeunir. Et donc ça, c'est des choses qui sont encore à l'état de recherche, mais il y a énormément de business derrière, il y a des startups qui travaillent sur le sujet. Et tout ça, c'est aidé par les technologies qui s'améliorent de séquençage. Séquençage, on arrive maintenant à très peu d'argent pour quelques centaines de dollars à séquencer le génome humain. Donc toute la génomique, toutes les sciences en omique, protéomique, génomique, ça s'accélère avec la bioinformatique. Et donc tout ça permet, notamment sur le cancer aussi, des progrès avec les technologies de CRISPR. Vous avez tous entendu parler des prix Nobel.
de ciseaux moléculaires qui permettent de générer en fait des codes ADN en insérant des nouveaux gènes. Donc ça a un certain nombre d'impacts énormes sur tout ce qui est soins, traitement des cancers, des maladies. Vous l'avez entendu sur d'autres sujets de thérapie génique aussi, qui valent très cher. Mais donc c'est tout un domaine où il y a énormément d'argent. Il y a des vaccins anti-âge maintenant. Vous voyez, il y a une quinzaine, une vingtaine d'entreprises qui travaillent sur le sujet de l'âge avec des vaccins ARN ou des vaccins de différentes technos. Et maintenant, leur credo, c'est « Life is short until you extend it », c'est-à-dire la vie est courte, mais vous pouvez la rallonger. Là, il y a aussi ce mouvement qui est suivi de tout un tas d'instituts, de centres pour le rajeunissement, pour en fait ne pas vieillir. Je ne sais pas si vous connaissez Brian Johnson, là, qui fait sa chaîne YouTube et qui est un peu extrême. Il se fait des traitements de thérapie génique, il mange des molécules tous les jours pour ne pas vieillir. Mais il y a quand même un mouvement qui vient du fait que en fait, plus on détecte les maladies tôt, moins on est sujet aux maladies et plus on va vieillir bien, en bonne santé. Et donc il y a des processus avec des full body RMN, donc, qui permettent de en fait, détecter si vous avez une maladie, mais très tôt. Et on vous scanne le corps en entier. Et donc c'est toute une tendance de toute cette technologie anti-âge qui est en train d'exploser aux États-Unis surtout, mais qui fait des progrès et qui est à suivre, à mon avis, dans le futur. Là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, il y a une souris qui est toute poilue et une autre qui est normale. C'est la start-up colossale, Biosense, pilotée par George Church, Harvard Medical School. Et donc, en fait, ils ont recréé une souris au poil de mammouth. Ils veulent en fait recréer des espèces qui étaient disparues. Donc là, c'est le tigre de Tasmanie. Et le projet, c'est par exemple le mammouth laineux. Alors ça paraît un peu fou parce que c'est le film Jurassic Park, mais en fait, c'est derrière des scientifiques assez sérieux qui utilisent beaucoup d'informaticiens et qui travaillent sur de la génomique. Et le but, c'est de réintégrer un certain nombre de gènes qui codent pour des caractères ancestraux. Donc typiquement la résistance au froid, l'haleine, pouvoir avoir des défenses énormes, et en fait de les réinjecter dans un ADN d'éléphant qui va ensuite être mis dans un ovule qui va être porté par un éléphant classique. Donc en fait c'est pas vraiment, on ne recrée pas des espèces, mais on retrouve des caractères phénotypiques qu'on réinjecte dans des espèces compatibles. Donc voilà, là, ils ont fait un premier essai en réinjectant des gènes qui confèrent le côté laineux à des souris pour montrer que ça marchait. Et ensuite, il y a aussi, peut-être vous l'avez vu passer, hein, ils ont recréé le loup géant, ce qu'on appelle donc un loup qui était qu'on voit dans les films de science-fiction, des loups qui existaient en fait il y a 50 000 ans. Et donc en fait, c'est pas le vrai loup qui existait il y a 50 000 ans, mais ils ont recréé quelques caractères avec des mâchoires grandes et des choses comme ça. Là, je vais changer complètement de domaine. On est dans le nucléaire. Et en fait, c'est cette tendance, j'en avais déjà parlé, de tout ce qui est des réacteurs modulaires avancés. Donc ça inclut les SMR. Donc là, ceci, c'est une centrale nucléaire, et un peu particulière parce que c'est Sam Altman qui a investi dedans. Avec un capital de 1 milliard et, en 2024. Et en 2025, il y avait une capitalisation de cette start-up à 6 milliards. Donc, basé sur la fission nucléaire, c'est quand même un mouvement de fond, même si ce n'est pas pour tout de suite. On parle de 2035. Il y a quelque chose qui se passe sur ces technologies de SMR. Donc là, on voit les sociétés de SMR étaient lors d'une vingtaine en avril 2023. Maintenant, vous en avez plus 21 de ces 20 qui ont émergé. Et donc, ça avance fortement. NewScale, qui est l'exemple un peu emblématique, alors qui devait censé arriver sur le marché et en fait qui n'était pas compétitif. Il y a quand même beaucoup de spéculations sur le prix de l'énergie qu'ils vont vendre, sachant qu'ils revendiquent des prix assez bas, mais dans la réalité, ça ne sera pas moins cher qu'un gros réacteur. Par contre, ça a d'autres avantages en termes de modularité, en termes de positionnement, flexibilité, si vous mettez ça avec des entreprises qui ont besoin de chaleur, en plus de l'électricité.
Donc voilà, ça c'est un certain nombre de potentiels. Bon, voilà, on prévoit 80 gigawatts d'électricité en 2040 qui pourraient être produits par ces mini-réacteurs CSMR. Il y a une autre tendance dont on entend parler, c'est la fusion. J'en avais déjà parlé, mais là ça se confirme. Donc vous avez vraiment des compagnies qui sont capitalisées comme CFS, Commonwealth Fusion System, à voilà, presque plusieurs milliards, avec différentes technos à la clé. CFS, donc c'est un tokamak à base de superconducteurs haute température. En France, bon, historiquement, vous avez le projet ITER, qui est un gros tokamak donc du côté de la Durance, mais vous avez Renaissance Fusion à Grenoble, donc qui est une start-up de fusion basée sur un Stellar Reactor. Le principe, c'est des aimants qui sont en plaques que vous pouvez superposer les unes sur les autres, des aimants, des supraconducteurs haute température qui vous permettent de générer un plasma qui est très complexe, mais qui est généré de façon facile grâce à ces supraconducteurs. Vous avez aussi une autre start-up issue d'une spin-off de Thales, GenF, et le CEA est impliqué dessus. Vous avez vu peut-être qu'on a battu le record du monde de 22 minutes pour maintenir un plasma. Bon, c'est 50 millions de degrés. Ça brûle un peu le doigt quand on met dedans. Mais alors, quelqu'un m'a dit que les Chinois avaient battu le record récemment. Mais disons que ça avance. Des choses qu'on pensait beaucoup plus lointaines en 2100, avec un afflux de capitaux, un afflux de technologies, il y a un truc à regarder. Il faut avoir ça dans le coin de l'œil. Voilà, il y a deux domaines de scénario, c'est différent. Peut-être quelque chose qui va rejoindre aussi les présentations de ce matin, c'est le nouveau computing paradigme du monde avec les agents. Le principe, c'est d'avoir une fluidité aussi des services et des programmes. Donc les programmes peuvent s'exécuter non seulement sur vos devices, mais peuvent migrer pour s'exécuter ailleurs. De même que les données peuvent migrer. Et on en parlait ce matin avec Monsieur Ambre sur la mobilité. Il y a des voitures donc, qui sont des ordinateurs, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des puissances de calcul de plus en plus fortes, mais que vous n'utilisez pas forcément la nuit. Et comment cette puissance de calcul pourrait être mise en réseau, comment des devices qui ne sont pas utilisés pourraient aussi exploiter les puissances de calcul. Donc ça, c'est des choses voilà, qui demandent aussi que le code, non seulement la donnée peut migrer, et que le hardware, donc cette puissance de calcul, peut être considéré comme as a service. C'est-à-dire que vous pouvez faire du calcul à des endroits où il y a du CPU de libre. Et ça nécessite des mécanismes d'orchestration assez complexes. Donc pour le moment, ça veut dire que derrière, il faut qu'il y ait... alors là, je ne sais plus où je dois viser. Voilà, il faut qu'il y ait toute une orchestration. Alors ça, c'est la structure cloud classique, après que des systèmes intelligents cyberphysiques, et au distributed où vous avez donc cette fluidité des agents qui peuvent s'exécuter à différents endroits sur différents devices avec des large language model ou plutôt small language model, et ça nécessite une orchestration globale. Voilà, il y a donc des agents distribués qui vont tourner sur différents types de devices et qui peuvent aller sur d'autres devices. Donc ça nécessite une interopérabilité et aussi des standards. Donc après, qui va être à la manœuvre pour faire ces standards? Ça, c'est la question. On essaie que ça soit des standards européens ou des standards open source, mais c'est pas sûr que ça se passe comme on le souhaite. La Chine est sur la voie, c'est-à-dire qu'ils ont sorti leur système d'exploitation HarmonyOS en partenariat avec la fondation OpenAtom et Eclipse, qui sont en train de faire des systèmes open source destinés aux objets connectés pour pouvoir s'exécuter sur différents devices. Et donc c'est des choses qui sont dans l'air du temps, c'est complexe à réaliser parce que ça pose tout un tas de problèmes. Par contre, cette fluidité, là, cette fluid computing, c'est en train d'arriver. Là, une autre tendance dont tout le monde parlait, on en parlait aussi à midi, hein, ça c'est un gros data center, c'est l'IA. Donc vous êtes au courant que c'est la course à l'énergie, parce que les data centers consomment énormément. AWS s'est mis juste à côté d'une centrale nucléaire de 2,5 gigawatts pour utiliser 1 gigawatt d'énergie pour son data center.
On voit que aussi c'est couplé à une petite société de crypto-monnaie, donc qui utilisera que 50 mégas, Nautilus, mais il y a une porosité entre les deux milieux. Microsoft et OpenAI, donc le projet Stargate, 100 milliards de dollars, c'est des énormes giga data centers avec des investissements énormes. Là, c'est pour ça aussi que Microsoft a investi dans les SMR, mais dans la fusion. Là, si on regarde Stargate, donc il y a un site pour le moment qui est à Texas, à Abilene, d'1,2 gigawatt, et il va y avoir à Grenoble un Data One qui crée un data center de 1 gigawatt également. Vous avez il y a quelques jours l'annonce à Abu Dhabi d'un gros data center Stargate de 5 gigawatts. Stargate est aussi en train de regarder en Corée avec Samsung s'ils peuvent implanter. Donc en fait, c'est un réseau de très grands data centers dédiés à l'IA qui est en train de se constituer. Et quelque chose qui est aussi étonnant, c'est que qui construit aux États-Unis, au Texas, ce data center de Stargate? C'est une boîte issue du minage de Bitcoin, Crusoe Energy, qui était habituée en fait à utiliser le gaz des torchères dans les stations de pétrole, dans les puits de pétrole qui brûlaient et qui réchauffaient l'atmosphère. Ils se sont dit, attends, mais cette énergie-là, nous on va la récupérer, on va faire du minage de Bitcoin. Et en fait, ils ont acquis une compétence dans le minage avec des supercalculateurs haute densité off-grid, c'est-à-dire qui sont alimentés en énergie au milieu de la pampa. Et c'est eux qui ont été choisis pour faire le programme Stargate parce qu'il va être alimenté en dehors de la grille électrique américaine. Il y a aussi dans les data centers des technologies qu'il faut regarder sur le stockage d'ADN et le prix du stockage d'ADN. Alors ça, c'est du stockage froid, c'est-à-dire que c'est des temps d'accès qui sont assez longs parce qu'on ne va pas y revenir tout le temps, mais par contre, ils revendiquent des coûts de 1 $ du terabyte stocké. Donc ça veut dire que demain, il peut y avoir aussi des petites révolutions dans le stockage et dans le prix de stockage de la data. Là, on va sur autre chose. Vous reconnaissez le PDG de NVIDIA qui a fait son show au CES de Las Vegas en 2025 et qui a parlé de Physical AI. Alors qu'est-ce que c'est la Physical AI? C'est pour le moment dans les LLM, vous avez des systèmes qui analysent donc les mots, qui peuvent faire des corrélations aussi avec des images, mais ils disent demain, on va être limité, parce qu'il faudrait aussi que les LLM perçoivent aussi l'environnement et qu'il y a une notion sur tout ce qui est les actions physiques, c'est-à-dire savoir si je pousse un objet, il va glisser ou il va tomber, et qui comprennent les lois physiques. Et donc ça, c'est ce qui est poussé par NVIDIA, et du coup, comme conséquence, ça a des conséquences sur la robotique, et il le voit aussi dans l'industrie, que toutes ces lois physiques vont pouvoir être intégrées dans des LLM qui vont tenir compte de ces problèmes physiques dans les usines. Et ils ont aussi pensé à une ouverture, c'est-à-dire plutôt que ça soit dans les data centers ou que ça soit dans hyperscale, que ça peut se distribuer aussi à tout un chacun et qu'avec un simple ordinateur, le projet Digits, vous pouviez chez vous faire exécuter des LLM assez costauds ou faire de l'apprentissage à un prix somme toute assez modique. Et donc là, vous avez un Blackwell GPU qui est intégré dans un ordinateur personnel. Donc ça, c'est aussi des réflexions. Alors, vous avez vu peut-être les vidéos du robot Unitree, robot humanoïde. Il y a aussi un gros engouement sur la robotique humanoïde. Alors, il y a eu des vagues dans les années précédentes. Celle-ci, elle paraît quand même assez certaine parce que les Chinois arrivent à avoir des prix défiant toute concurrence sur des robotiques humanoïdes. Alors celle-là, je ne sais pas si je vais arriver à la passer. Donc ça, c'est un robot chien qui est sur roulette et qui fait quand même assez flipper les forces armées parce qu'il est capable de se mouvoir dans des terrains assez accidentés et que ça soit de la descente d'obstacles, que ça soit aller sur des terrains avec de l'eau. Vous imaginez si ce genre de robots peuvent porter des armes ou avoir des drones également et qu'il y ait une armée de robots qui valent 20 000 $, ça va pas être le même sur le combat, sur le front demain. Et surtout si vous cumulez ces types de robotique-là à d'autres types de robotique. Alors ça a donné des idées à Kawasaki, je ne sais pas si vous avez vu ce concept, c'est un concept de moto, de nouvelle moto, mais à pattes. Donc du coup, vous êtes sur une sorte de cheval robot
et vous vous baladez, et puis alors vous pouvez sauter des obstacles, vous pouvez courir. Bon, c'est juste un concept, mais non, ils volent pas encore. Mais donc du coup, c'est vrai qu'il y a un regain là sur la robotique. Et c'est comme DJI, c'est-à-dire que vous arrivez à des coûts tellement faibles que ça donne l'accès au plus grand nombre. Alors qu'avant, la robotique était quand même destinée à un milieu assez restreint de sachants et il y avait des coûts d'investissement. Et là, voilà, ça révolutionne un peu. Alors dans l'armée, hein, vous avez des robots maintenant sur les champs de bataille avec des essaims hétérogènes. Il y a aussi des petits bugs. Donc il y a des robots qui pètent un câble. Ça, c'était en Chine lors d'une manifestation. Donc un robot qui commence à s'en prendre un peu à la foule, il est remis de côté. Et là, plus récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans un laboratoire, celle-là, vous l'avez vu, hein, et ben, je pense que les roboticiens qui bossent à côté du robot ont eu chaud. Parce que c'est pas du plastique, c'est du métal. Et quand si vous prenez un coup de poing comme ça, je pense que ça peut être compliqué pour vous. Donc effectivement, il y aura des petits bugs, il y aura des accidents, mais c'est des choses voilà, qui sont en cours. On a parlé d'Ukraine hier, on a parlé de low-tech. Pourquoi c'est en train de se développer? C'est parce que c'est l'agilité, il y a aussi une nécessité. Et il y a un regain d'intérêt avec la guerre en Ukraine, où on s'est rendu compte que même si on n'a pas des gros moyens, on arrive à force d'ingéniosité, à trouver des parades. Il y a des gens qui font des requêtes eux-mêmes. Donc vous avez un tuto pour faire votre requête vous-même. Donc vous avez aussi des gens qui font des réseaux avec des antennes Wi-Fi. Ils créent des réseaux, mais sur des grandes distances. Donc vous connectez, ils font eux-mêmes leur réseau. Ils disent, nous, on n'a pas d'opérateur, on fait notre réseau. Il y a des gens qui réutilisent des cartes de civils pour mettre dans des missiles. Vous avez aussi des marchés de pièces détachées en électronique en Chine qui vous permettent de pratiquement tout réparer. Que ce soit des smartphones, des iPhones, vous arrivez, c'est étonnant, quoi. Et donc on a des produits et une électronique modulaire qui est en train de se développer. Vous avez des open source, donc avec RISC-V qui arrivent, et donc c'est cette open source et open hardware aussi qui sont utilisés chez Thales et Hardware. Pourquoi? Parce que ça offre beaucoup plus de flexibilité et ça permet d'innover, de laisser des équipes d'innover plutôt que d'être en milieu contraint. Même l'armée américaine développe les Modular Open System Architecture. Donc ils laissent un cahier des charges à un certain nombre de clients, enfin de fournisseurs plutôt, et ils disent ben voilà le cahier des charges, et puis on peut changer en fonction des besoins. Ils ne sont pas liés à un fournisseur qui les empêche après d'évoluer, ils ne sont pas pris en tenaille avec des coûts et des prix énormes. Vous avez l'open source et l'open hardware dans la robotique, avec les ROS, Robot Operating System. Au CEA, on essaie aussi de faire de la high-tech sur les générateurs de puissance avec des low-tech. On a d'ailleurs créé une batterie low-tech qui est en bambou et dont tous les éléments peuvent être changés si jamais il y en a un qui tombe en panne. Donc c'est une réflexion sur l'ouverture, comment on utilise ces technos d'ouverture. Et donc en conclusion, l'open everything, il s'applique notamment au début au software, au open source, au hardware, mais aussi aux objets, aux matériaux, aux robots, aux voitures. Il y a des open cars, il y a des open robots, il y a tout ça. Et ça fait une massification en fait de la possibilité d'accéder à des outils et à des process traditionnellement réservés au monde high-tech. Et donc ça change quand même la donne. Donc vous appuyez, un abaissement de la barrière d'accès à l'innovation high-tech. Et donc vous appuyez là-dessus sur des communautés, donc des communautés qui échangent des infos, qui échangent des services, qui diffusent des tutoriaux, et il y a une côté standardisation derrière. Donc il y a des Creative Commons, donc derrière vous pouvez dire ok, moi mon truc je le mets, je le donne, mais par contre vous me citez, ou alors je peux avoir un modèle économique qui va avec. Vous avez aussi la révolution de l'impression 3D qui ne se limite pas qu'au plastique, mais avec des scanners, mais qui va aussi sur le bâtiment, qui va sur le métal, où vous faites des fusées, qui va même sur l'électronique, open électronique, et qui va sur le bioprinting. Donc, et le tout est catalysé par l'IA. Donc avec l'IA, vous pouvez accéder à des modes d'impression 3D qui sont réservés normalement à des experts. Ben là, vous pouvez le faire assez facilement. Et donc c'est un mouvement global qui s'appuie sur des communautés, sur une standardisation, sur des impressions et sur de l'IA générative. Et donc ce qui est important de voir aussi, c'est qu'il y a une accélération technologique et une convergence de certains nœuds. C'est-à-dire dès que vous bougez dans une technologie, ça a des impacts sur les autres. Si vous avez des avancées sur l'IA, vous aurez peut-être des avancées sur le calcul quantique.
vous avez en fait les technologies qui sont liées les unes aux autres. Et lorsque vous avez un breakthrough dans une techno, il ne faut pas juste rester cantonné à cette techno, il faut regarder ce que ça va changer dans d'autres champs technologiques. Parce que en fait, les briques sont interconnectées, interdépendantes maintenant. Et comme je reviens un peu sur ma marotte, hein, sur les low-tech, en fait, low-tech et high-tech, il ne faut pas les opposer. C'est deux piliers pour plus de résilience. Voilà, merci, je suis dans les temps. Merci. Précision, franchement, t'exagères, t'as dépassé de 15 secondes. C'est abusé, comme disent nos jeunes ados. Merci beaucoup. Hein. Questions, réactions, échanges. Ah, j'étais rapide, hein, donc du coup tour de... Ouais, enfin, au moins, c'est exhaustif. Question, allez, merci d'ouvrir le débat. Jean-Luc, allez, je te laisse te présenter. Je m'appelle toujours Jean-Luc, 25 ans d'EDF, cousin du CEA. Actuellement, Framatom. Je voulais juste rebondir en termes d'échange, parce que quand on fait de la prospective, c'est très compliqué, mais juste sur le SMR et puis sur la fission et la fusion, les progrès sont exponentiels sur la fission, 22 minutes. Je pense que si on avait un graphique, il y a un an, c'était quelques secondes, dizaines de secondes. Donc là, c'est... Sur la fusion. Hein. Ouais. Sur la fusion, ouais. Pardon, excuse-moi. Là, sur la fusion. Le fait de ramener deux atomes ensemble, mais ça crée de l'énergie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur les SMR, je me permets juste, j'ai une autre vision. Hein. L'avenir nous le dira d'ici 2-3 ans, notamment Bruce Power, avec un consortium Icon, GE, Hitachi au Canada. Ils ont les licences, ils commencent à creuser les trous. Il est fort possible que d'ici peut-être 3-4 ans, ce soit un paradigme qui change de façon complète, parce que certes, le coût de production d'électricité sera peut-être à peu près pareil que les grosses puissances, mais à quelques centaines de millions d'euros, sous 5 ans, vous avez un moyen de production sûr, pas cher, fiable. Et là, ça va changer le paradigme, notamment pour alimenter les data centers et compagnie. Et donc là, ce que je veux dire par là, c'est que ça risque de changer d'ici. D'aller plus vite. D'aller beaucoup plus vite, notamment parce que dans cette communauté, il y a plein de menteurs, mais eux, ils font. Voilà. Puis il y a un deuxième consortium aussi à choisir, malheureusement, c'est des concurrents, c'est Westinghouse. Et le principe, en fait, c'est qu'ils font plus petit, moins cher, plus rapidement. Ils innovent pas grand-chose. Si c'est à quelques kilomètres, on laisse ouvert Cadarache ou on ferme tout? C'est un bon truc de recherche. Ok. Allez, d'autres, merci pour une réaction, Timothée, peut-être déjà par rapport à ce qui a été dit. Oui, non, mais c'est clair, ça peut avancer plus vite. Après, aux États-Unis, c'est toujours plus facile. En France, je sais que les gens de la SN ont dit, de toute façon, SMR ou classique, on mettra les mêmes contraintes de sécurité, et donc, ça sera quand même compliqué d'avoir un SMR dans sa boîte ou dans son industrie, parce que les grilles de sécurité qu'il faudra passer seront aussi importantes, a priori, que pour un gros EPR. Donc, ouais. T'as pas parlé de quantique? Oui. Eh ben, le quantique, c'était l'année dernière. Mais c'est... c'est fini du coup. Non, mais c'est... Qu'est-ce que tu faisais l'an dernier à la même date? Ah, t'étais là, bon, ça va. Alors non, mais ça ne veut pas pour autant dire que j'oublie tout ce que j'ai dit l'année dernière ou il y a 2 ans. D'ailleurs, un bon moyen, c'est de regarder ce que je disais il y a 2 ans pour voir si ça tient toujours la route et si c'est toujours une tendance qui monte ou pas. Mais oui, le quantique poursuit son évolution. Vous entendez parler de plus en plus de code correcteur d'erreur qui fonctionne, de nombre de qubits qui arrivent à être stabilisés, qui sont importants. Donc quand vous avez un nombre de qubits, un code correcteur d'erreur et peut-être quelques qubits logiques qui vont arriver, on arrivera à faire des algos qui tiennent la route. Mais pour le moment, je n'ai pas entendu parler de suprématie quantique, c'est-à-dire que tout avantage quantique, il y a toute la communauté des informaticiens qui font du calcul classique qui disent attendez, nous on arrive à pareil maintenant, et donc du coup ça tombe. Mais ça suit son cours et c'est clair que dans quelques années, je pense on arrivera à des suprématies quantiques. Bonjour Ludovic. Bonjour Ludovic Gibert, Crédit Agricole CIB. Peut-être un commentaire sur la partie robotique humanoïde. Ce que j'ai vu aussi, c'est que dans la communauté, il y avait des travaux en cours pour l'équivalent des modèles de langage, mais sur des modèles d'action pour les robots, avec cette optique en fait d'arriver à ce qu'ils apprennent beaucoup plus vite. Les large action models. Et c'est vrai que NVIDIA a développé aussi toute une plateforme pour l'apprentissage accéléré des robots avec Groot. Et le but, c'est que grâce à l'IA générative, on arrive à faire apprendre beaucoup plus facilement des gestes ou des compréhensions
de scène ou de contexte à des robots, alors qu'avant c'était compliqué. Et maintenant, avec le multimodalité, c'est-à-dire que le robot scanne ou voit des objets, où il arrive à anticiper ce qu'il faut faire. Et donc ça met un coup d'accélérateur à la robotique. Alors chez nous, je ne devrais pas dire ça, mais on faisait de la robotique holiste, et il y a beaucoup de gens qui faisaient des lois de programmation cinétique, classique, et ils disent « Ah non, mais les LLM, bref ». Et en fait, c'est comme ça, des fois quand on est avancé dans un domaine et qu'il y a quelque chose qui est en train de perturber, on a du mal à prendre le virage, mais voilà, le virage est pris, et je pense que sur la robotique, il y a tout un milieu qui va être boosté. Ouais.